Steven Spielberg a toujours manifesté l'admiration qu'il éprouvait pour François Truffaut, cinéaste pourtant aux antipodes de son cinéma, Truffaut n'ayant jamais, quant à lui, exprimé de considération particulière sur le cinéma de Spielberg, et on suppose qu'il a accepté le rôle que ce dernier lui a proposé dans Rencontre du troisième type par pure courtoisie. Si l'un, réalisateur de blockbusters millionnaires, et l'autre, auteur de drames romantiques intimistes, semblent appartenir à des univers opposés, c'est en fouillant leur biographie qu'on découvre ce qui les rapproche et qu'on se rend compte, en dépit des apparences, d'une presque gémellité. Truffaut et Spielberg, Spielberg et Truffaut. Cinéma commercial versus cinéma d'auteur. Pas si sûr. Alain Resnais n'avait pas manqué de déclarer « Si vous parlez du cinéma d'auteur, dans ce cas, il faut aussi parler de Spielberg, parce qu'il en est un. » Alors, regardons de plus près ce qui rapproche ces deux metteurs en scène si dissemblables en apparence. L'un est né en 1932, l'autre, successivement, en 1945, puis 1947. Actuellement, il semblerait qu'on retienne la date de 1946, mais selon certaines sources, il serait né en 1941, année qui est également le titre de son plus gros échec commercial. Nourrir l'incertitude quant à sa date de naissance, Yul Brynner s'y employait très bien, en dit long sur l'enfance d'un individu, comme nous allons tenter de le voir ici. Autre lien entre Truffaut et Spielberg, outre la judéité affirmée de l'un, supposée de l'autre, et qu'ils souffrirent tous les deux de la frivolité de leur mère. C'est du moins ce qu'ils prétendent, l'un dans Les 400 coups, l'autre dans un film tout récent intitulé The Fabelmans. Cependant, il n'est pas rare, chez un individu traumatisé dans sa prime enfance, de reporter sur une personne les crimes commis par quelqu'un d'autre. En dépit de ces éléments biographiques entre guillemets officiels, Truffaut et Spielberg ont en commun un personnage d'enfant martyr dont le premier a fait le portrait dans L'Enfant sauvage, le second dans E.T. l'extraterrestre, qui en est une sorte de transposition fantasmagorique. Intéressons-nous à cet enfant sauvage, à partir duquel est probablement né chez Spielberg son admiration pour le cinéma de Truffaut. Pour connaître la véritable histoire de l'enfant sauvage, il faut se rendre sur la page Wikipédia de Victor de l'Aveyron, qui nous dit que Truffaut a quelque peu travesti la réalité. En raison de son inaptitude à la survie en milieu naturel et de la blancheur de sa peau, l'enfant en question ne pouvait en aucun cas y avoir été abandonné dès la naissance. Plusieurs pistes amènent à penser qu'on a plutôt affaire à un enfant maltraité qui aurait été retrouvé dans les bois, soit parce qu'il aurait échappé à ses bourreaux, soit parce qu'on lui aurait volontairement laissé. L'entaille qu'il présentait sur sa gorge aurait été une tentative d'égorgement, à moins qu'on ait cherché à lui sectionner les cordes vocales pour l'empêcher de raconter son martyre. Il avait de toute façon subi un tel degré de maltraitance que sa peur des adultes et son incapacité à se familiariser avec un quelconque milieu social l'avaient enfermé dans une sorte d'autisme qu'on a cru congénital alors qu'il n'en était rien. Truffaut, parce que ça l'arrange, a préféré croire que l'enfant avait survécu seul depuis la prime enfance, en milieu hostile, le livre de la jungle de Rudyard Kipling lui ayant probablement donné des idées, peut-être même le film Disney, sorti 2 ans plus tôt, tant la ressemblance physique des deux personnages ne peut pas être fortuite. L'enfant sauvage de Truffaut est un enfant à la peau sombre, hirsute, hideux, qui dès la première séquence effraie une cueilleuse de champignons comme s'il s'agissait d'une bête. Spielberg avait usé d'un procédé identique dans Duel, lorsque la quiétude de l'automobiliste était soudain bouleversée par un camion effrayant, autant que l'était la baigneuse insouciante des Dents de la Mer. On va voir d'ailleurs comment ces deux films se retrouvent dans E.T. l'extraterrestre et le lien étroit qu'ils entretiennent avec l'univers de Truffaut. On a donc dans le film de Truffaut et celui de Spielberg un début quasiment identique. Dans E.T., un groupe d'êtres venus d'ailleurs est en train de récolter des plantes sauvages à des fins d'expérience et on voit la main de l'un d'entre eux déraciner un végétal.
On sait que Victor de l'Aveyron, abandonné à un âge avancé dans la nature, était obligé de se nourrir de plantes sauvages. Dans le film de Truffaut, il est question de chasseurs qui traquent la créature pour la capturer. Dans celui de Spielberg, ce sont des agents du gouvernement, mais leur objectif est le même. Victor, tout au long du film, ne sera rien d'autre qu'un sujet d'expérience soumis au professeur Itard qui cherche à l'humaniser par l'éducation. On serait tenté de croire que l'idéal d'homme civilisé façonné par l'éducation auquel croit le professeur Itard est aussi l'idéal de Truffaut du fait qu'il interprète lui-même le personnage. Le reste de sa filmographie nous montre qu'au contraire, il affectionnait les personnages romantiques incapables de s'adapter au monde, le tout premier d'entre eux, cancre indécrottable, étant bien entendu l'Antoine Douanel des 400 coups. Itard est un brave homme, mais c'est un homme dur, qui soumet l'enfant sauvage à des épreuves qui le dépassent, au point que sa gouvernante doit intervenir pour qu'il en prenne conscience. Même situation pour E.T., qui, au cours d'une séquence majeure du film, est soumis à des examens comme un sujet d'étude, dans l'ignorance qu'il puisse éprouver lui aussi les mêmes émotions qu'un être humain. Épreuve auxquelles il ne pourra échapper qu'en simulant la mort. Victor, lui, échappe aux épreuves du professeur Itard par des crises de nerfs. Dans les deux films, il est question d'une véritable chasse à l'homme, dont on ignore à ce stade de l'histoire s'il s'agit d'une battue pour les mettre à mort ou si on cherche à les capturer parce qu'ils ont échappé à leur bourreau. Si Truffaut filme les chasseurs en plan large, Spielberg les cadre en plan serré, au niveau de la ceinture, précisément au niveau de la braguette, avec des trousseaux de clés qui pendent à leur ceinturon. On cherche visiblement à capturer le monstre pour le mettre sous clé. Le vaisseau spatial duquel E.T. est descendu est filmé de derrière des arbres, comme une bête géante dotée d'une mâchoire carnassière qui fait penser, bien entendu, aux requins des Dents de la Mer, car tout est symbolique dans ce film, les extraterrestres autant que l'univers où ils vivent. Pris de peur à la vue de ceux qui veulent les capturer, les créatures remontent en vitesse dans leur vaisseau spatial pour prendre la fuite. Vaisseau dont la porte qu'on referme ressemble aux grilles d'une prison. Puis E.T., abandonné par les siens, descend vers la ville. On se demande pourquoi, du fait que la ville soit peuplée d'humains qui lui font si peur. C'est là toute l'ambiguïté du film. Un plan curieux nous montrait la main d'E.T. qui écartait une branche comme s'il cherchait à se cacher de ses congénères, desquels pourtant il est supposé faire partie. E.T. l'extraterrestre apparaît ensuite dans une famille américaine de la classe moyenne qui vit dans une zone pavillonnaire où manque un élément fondamental, le père. On apprend qu'il est parti au Mexique avec une certaine Sally, Mexique qui, traditionnellement dans les westerns, est le pays où vont se réfugier les bandits de grand chemin et autres criminels. Nous ne saurons pas si Sally est un personnage inventé par la mère pour éviter de dire à ses enfants que leur père s'est enfui pour des raisons plus graves, mais dès que le nom du père est évoqué, les passions se déchaînent dans la famille. En 2004, un film intitulé Mysterious Skin met en scène une famille monoparentale dont le père a lui aussi pris la fuite, et où un enfant victime d'un pédophile transformera cette agression en souvenir d'avoir été kidnappé par des extraterrestres. Pédophilie abordée sans ambages dans un film destiné à un public averti, et non à cette audience à grande échelle que vise le cinéma de Spielberg, qui aborde le même sujet de manière plus diluée et surtout, comme nous allons le voir, amusant de procédés souvent étranges. Dans la famille où se réfugie E.T., le plus jeune des garçons se prénomme Elliot. C'est lui le personnage principal du film. Après s'être persuadé qu'une créature est venue se cacher dans l'abri de jardin de la maison familiale, il tente d'en parler à sa mère, sa jeune sœur et son frère aîné, lesquels ne le croient pas et se moquent ouvertement de lui. Personne ne veut croire en l'existence de la créature qui n'existe qu'auprès d'Elliot. Lorsqu'il part à sa recherche
dans un champ de maïs en pleine nuit, et qu'il la rencontre pour la première fois, le chant contre chant nous laisse croire qu'Eliot se fait peur à lui-même. Eliot vient en effet de découvrir une partie de lui-même qu'il ne soupçonnait pas. D'une certaine manière, E.T. est la suite de Rencontres du troisième type dans lequel Truffaut occupait une place privilégiée. Place qu'il occupe ici aussi, mais de manière sous-jacente. En effet, Eliot, enfermé dans sa chambre avec la créature qu'il est le seul à voir pour l'instant, fait son éducation de la même manière que le professeur Itard, joué par Truffaut, éduque l'enfant sauvage. Et E.T. assimile tout aussi mal l'enseignement d'Eliot que l'enfant sauvage l'enseignement du professeur Itard. Un élément essentiel de ces deux films est de nous rendre sympathiques des créatures absolument hideuses, comme l'avait fait Jean Cocteau dans La Belle et la Bête. Toutefois, une constante du cinéma de Spielberg est de s'employer à détruire physiquement les monstres qui peuplent son cinéma, lesquels sont bien entendu métaphoriques. Le camion de duel, le requin des dents de la mer, les créatures maléfiques qui traversent les aventures d'Indiana Jones, les dinosaures de Jurassic Park, les nazis de la liste de Schindler ou du soldat Ryan, ou encore les extraterrestres de la guerre des mondes. Mais dans E.T., on ne cherche pas à combattre le monstre. On cherche au contraire à l'apprivoiser, exactement comme Truffaut cherchait à apprivoiser les créatures hideuses de Rencontres du troisième type. Alors qu'il entre pour la première fois en contact avec E.T., Eliot se rend compte qu'il peut communiquer avec lui par des signes, comme Truffaut communiquait avec les aliens dans Rencontres du troisième type et qu'il utilisait les signes pour l'apprentissage de Victor, l'enfant sauvage. Dans Rencontres du troisième type, Truffaut distribuait un catalogue de signes pour expliquer à une assistance de savants comment communiquer avec les visiteurs de l'espace, catalogue sur la couverture duquel on repérait aisément un symbole emblématique qui évidemment ne s'adresse pas aux spectateurs. Intéressons-nous à la créature du film, E.T., confiée à Carlo Rambaldi, sculpteur italien spécialisé dans la série B horrifique, déjà auteur des monstres gentils de Rencontres du troisième type, mais aussi de la créature visqueuse de Possession, film de Zulawski qui déplorait qu'aux États-Unis, il ait été distribué comme un film d'horreur, le monstre symbolisant pour lui la désintégration du couple. Chez Spielberg, comme chez Zulawski, il ne faut pas prendre le monstre au pied de la lettre, mais selon ce qu'il symbolise. On est en droit de se demander pourquoi Spielberg s'est évertué à fabriquer un monstre hideux qu'il veut à tout prix nous rendre sympathiques, au lieu de nous présenter d'emblée une créature rassurante comme on en voit dans les dessins animés Disney destinés au jeune public. Parce qu'il veut effrayer ce jeune public, comme Eliot est effrayé par le monstre. Il veut que les enfants, après avoir eu peur, apprennent à se familiariser avec le monstre, sorte de tortue qui aurait perdu sa carapace. Pourquoi, par exemple, attirer notre attention sur les pieds d'E.T. lorsqu'il monte sur le pèse-personne, pieds sur lesquels on insiste de nouveau quand Gertie, la petite sœur d'Eliot, dit qu'elle n'aime pas ses pieds. Ils sont en effet difformes, mais ne pense-t-on pas automatiquement à ce symbole lorsqu'on les voit ? Tout dans ce personnage nous renvoie au reptile, animal qui semble obséder Spielberg dans plusieurs de ses films. Au-delà de son aspect, E.T. est capable de respirer sous l'eau, et lorsqu'Eliot prétend avoir vu cet extraterrestre dans la remise du jardin, son frère lui demande s'il ne le confond pas plutôt avec un crocodile. D'où vient cette représentation communément admise que les extraterrestres ressemblent fatalement à des lézards, lesquels ont plutôt tendance à vivre sous terre? Voyons ça de plus près. Lorsque la petite sœur et le grand frère d'Eliot découvrent à leur tour la créature, le premier effroi dissipé, sa petite sœur Gertie, qui veut connaître son sexe, demande s'il avait un pantalon. « Non, lui dit Eliot, il n'avait pas de pantalon. » E.T. a été retrouvé nu, dans la nature, comme Victor, l'enfant sauvage. Un enfant nu, sans pantalon, retrouvé en pleine nature,
effrayé par la présence des hommes. Puis Elliot avertit sa sœur qu'il ne faut surtout rien dire à leur mère de la présence de cette créature dans la maison, parce que, selon lui, seuls les enfants peuvent voir ce monstre caché au fond de leur placard à jouets. Et pour être bien sûr que sa sœur se taira, il la menace de ce qu'il risque de lui arriver si elle en parle à quelqu'un. Référence aux menaces proférées par les prédateurs à l'encontre des enfants dont ils abusent, le monstre dans le placard, symbolisant bien entendu ce que l'enfant cache de plus terrible. Plusieurs fois dans le film, E.T. est dissimulé parmi les peluches d'Elliot, lesquelles servent aux enfants traumatisés à personnaliser la partie dissociée de leur être. Quant à ses yeux surdimensionnés qui mangent le visage de la créature, ils sont communs à de nombreux dessins animés, mais aussi aux peintures de Margaret Keane, dont les portraits d'enfants expriment une infinie tristesse. Un des comportements d'E.T. purement pathologique est la boulimie, observée chez beaucoup d'enfants maltraités, et ne doit-on pas voir un comportement suicidaire lorsqu'il se jette dans la baignoire à l'insu d'Elliot? Mais quelle est donc la nature de cette maltraitance? Dans L'Enfant sauvage, le professeur Itard n'écarte pas l'hypothèse de l'abandon d'un enfant non désiré. Dans E.T., on est dans un autre registre. Il s'agit de pédophilie, et on nous le signale à plusieurs reprises. Parmi ses camarades qui attendent le bus scolaire avec lui et qui ironisent sur l'existence de cette soi-disant créature qu'il cacherait chez lui, l'un d'eux demande à Elliot « D'où vient cette créature ? D'Uranus ? Elle est drôle, hein ? Dur-anus » Ceci en positionnant sa main sur son sexe. « Your anus » en anglais, de ton anus. Pourquoi ne demande-t-il pas si la créature vient de Mars ou de Jupiter? Se rend-on compte que ce genre de réplique est prononcé dans un film adressé à des enfants en bas âge qui n'en comprennent pas le sens? Le film nous invite à admettre progressivement les liens étroits qui existent entre la créature et Elliot, l'enfant ayant cette fois adopté le prénom du dragon Elliot du dessin animé de 1977, où, là aussi, Hollywood nous rendait sympathique ce qu'il y a de plus monstrueux. Mais on s'enfonce au cœur du sujet dans une séquence bien particulière lorsque E.T. se saoule à la bière et qu'Elliot, en classe, ressent les effets de l'ivresse. Ne voit-on pas là le comportement pathologique d'un enfant traumatisé, incapable de suivre une scolarité normale? Truffaut nous mettait dans une situation semblable à travers son enfant sauvage, incapable d'assimiler les leçons de son maître, parce qu'il était débile, croyait-on. On s'interroge sur le fait que Spielberg nous laisse entendre qu'Elliot puisse devenir alcoolique quand Drew Barrymore, qui joue sa sœur, l'est réellement devenu à 9 ans, c'est-à-dire 2 ans après le tournage de ce film, puis cocaïnomane à 12 ans, et bien sûr, d'après la presse de caniveau, à cause de l'absence de limite de sa mère. Il est évident que tous les enfants qu'on ne surveille pas d'assez près sombrent dans l'alcool et la drogue avant même d'avoir atteint la puberté. Cependant, quand les enfants demandent à E.T. d'où il vient, celui-ci leur montre la fenêtre sur laquelle est rabaissé un store aux couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel symbole, une fois de plus, de l'enfance maltraitée. Symbolique, bien entendu, occulte, comme le chiffre 17, signalé coup sur coup lorsque E.T., monté sur un pèse-personne, pèse 17 kilos et que le frère d'Elliot arbore le même chiffre sur sa tenue de sport. Chiffre par lequel on signale la connaissance de soi et l'arrivée d'E.T. dans la famille révèle en effet une vérité on ne peut plus sombre. Spielberg va ensuite nous infliger une séquence à la fois comique et dérangeante, celle où Gertie, la petite sœur d'Elliot, va déguiser E.T. S'il s'agissait uniquement de faire marrer le public, le déguisement aurait pu être celui d'un épouvantail, d'un clown ou d'un quelconque polichinelle. Mais non, Gertie, enfant de 7 ans, va déguiser E.T. en prostituée, avec perruque, bijoux, col en fourrure et chapeau à plumes. Comment pareille idée peut-elle traverser l'esprit d'une enfant de cet âge, à moins qu'elle n'ait elle-même été travestie de la sorte par des adultes? À ce stade du film, le doute n'est plus permis. E.T. est bien la partie monstrueuse de chacun des enfants de la famille, enfants dont on a abusé
et il y a fort à penser qu'il s'agit du père parti se réfugier au Mexique. En effet, Elliot et son grand frère, enfermés dans le garage de la maison familiale, retrouvent une chemise de leur père, sur laquelle subsiste le parfum de sa supposée maîtresse. Cependant, à en respirer les effluves, les deux frères en éprouvent du plaisir, alors qu'ils devraient au contraire éprouver du dégoût pour celui qui a abandonné leur mère pour une autre femme. Cette situation où des enfants abusés à qui on fait croire qu'il s'agit d'un jeu agréable est développée dans le film déjà évoqué Mysterious Skin. Elliot et son frère sont ici dans le souvenir d'une même situation, et nous sommes là aux frontières d'une perversité qui semble autant amuser Spielberg que le jour où il nous montrera des déportés conduits vers des chambres à gaz qui s'avéreront être des douches. Bien évidemment, la mère, en plein déni, refuse de voir le monstre, même quand elle l'a sous les yeux. Le jour de la fête d'Halloween, Elliot, son grand frère et E.T. se promènent dans la rue où tous les autres enfants, déguisés eux aussi, apparaissent comme des monstres, et cette vision est la vision subjective d'E.T. qui voit la réalité de l'enfance américaine cachée derrière l'apparente tranquillité des familles heureuses. Tous ces enfants sont des martyrs. La fête d'Halloween est l'occasion de montrer qui ils sont vraiment, et c'est dans l'enchaînement de cette fête macabre qu'Elliot va littéralement s'envoler vers la lune grâce au pouvoir surnaturel d'E.T. Dans L'Enfant sauvage, Victor exécutait une drôle de danse au clair de lune, comme s'il voulait lui aussi s'envoler vers l'astre mort dans une sorte de décorporation pour échapper au monde dans lequel il vit. Lorsqu'il se livre à cette danse comme s'il était possédé, il est observé à la flamme d'une bougie par le professeur Itard. Tandis que la mère d'Elliot, au moment où celui-ci s'envole vers la lune, sous l'effet d'une possession tout aussi magique, s'acharne à vouloir éteindre une bougie parce qu'elle ne veut pas voir la monstruosité de son fils. La fête d'Halloween, et c'est une réalité aux États-Unis, se manifeste dans les rues comme un défilé de morts-vivants. Dans E.T., on se livre à un véritable saccage au point qu'on bascule tout à coup dans un film de George Romero. Les enfants sont tous devenus des zombies, possédés par leur côté sombre de leur être, celui que les traumatismes ont laissé derrière leur apparente vie normale. Et tandis que la mère d'Elliot recherche son fils au milieu de ce chaos, apparaît brièvement derrière un masque de Richard Nixon. Nous sommes pourtant sous les années Reagan, lequel apparaîtra dans Poltergeist, produit par Spielberg, comme un bourreau d'enfants, mais c'est Nixon qui, dans les rues, se lance à la poursuite d'enfants monstrueux, d'évidence pour les mettre sous clé, comme les agents du gouvernement du début du film, ainsi que les chasseurs de l'enfant sauvage. Or, Spielberg a débuté sa carrière sous les années Nixon, lequel représente ici un gouvernement qui cherche à capturer la partie monstrueuse des enfants de la bonne société américaine afin qu'elle n'apparaisse jamais au grand jour, Spielberg se considérant sans aucun doute possible comme cet éternel enfant en détresse qui, à travers son cinéma, met en scène les malheurs de l'enfance. Surinterprétation, direz-vous? Oh non, nous ne sommes pas ici dans un film d'amateur, mais dans une grosse production où rien n'est abandonné à l'intuition du moment. Ce qui nous ramène à ces trousseaux de clés qui pendent à la ceinture des agents du gouvernement qui veulent s'emparer d'E.T. pour, reprenons le terme, les mettre sous clé afin que personne ne les découvre. Et c'est à partir de l'apparition furtive mais bien visible de ce masque que le deuxième sujet du film se met en place, le gouvernement. Le gouvernement ne veut pas que soit révélé au public le martyre des enfants violés. On aura bien remarqué que Spielberg n'a pas planté son décor dans les quartiers difficiles de Los Angeles, mais chez la classe moyenne, qui représente la majorité des Américains. Le gouvernement, qui soupçonne depuis le début la présence d'E.T. dans la famille d'Elliot, va investir la maison comme s'il venait arrêter un criminel. Mais avant, afin qu'on ne doute pas qu'E.T. est la partie cachée et monstrueuse de l'enfance d'Elliot, on nous montre la mère qui accepte enfin de voir la créature et la créature l'appelle « maman ». C'est là que le gouvernement intervient, de la manière la plus brutale. En ouvrant la porte de la maison, prise de peur par la créature qu'elle vient enfin d'accepter de voir,
la mère qui tente de fuir avec ses enfants tombe nez à nez avec un spationaute de la mission Apollo 11. Il entre littéralement dans la maison comme les spationautes de la dite mission sont entrés dans les foyers américains en juillet 1969. Cet événement à usage multiple, mis au point pour détourner toutes les attentions, n'aura pas moins servi à la détourner de ce qui se passe de plus horrible au sein des foyers, à savoir la maltraitance infantile. On a affaire ensuite à un aparté entre Elliot et un membre de l'équipe scientifique qui cherche à savoir à quoi sert l'appareil qu'a bricolé E.T. Elliot ne veut pas répondre, lui dit que c'est un secret, mais le scientifique lui répond qu'il attend lui aussi ce moment depuis l'âge de 10 ans. A-t-il été lui aussi maltraité ? Il y a tout lieu de penser. Spielberg, ayant la fâcheuse tendance à vouloir alimenter à tout prix son fonds de commerce lacrymal, déballe tout ce qu'il a en stock au moment de la mort d'E.T. Ces méthodes racoleuses heureusement couplées à un réel talent de metteur en scène nous valent un plan qui, à lui seul, pourrait résumer le film. On ouvre le sarcophage dans lequel on va mettre le cadavre d'E.T. en nous donnant l'impression qu'on le referme sur Elliot. Le film aurait très bien pu s'arrêter là et laisser petits et grands ressortir de la projection en pleurs. Mais Spielberg tient absolument à ce que son jeune public fasse définitivement la paix avec la créature monstrueuse qui l'habite. E.T. faisait semblant d'être mort, et Elliot va s'empresser de le ramener vers ses congénères pour qu'il ne retombe pas entre les pattes du gouvernement régano-nixonien qui fera comme si E.T. n'avait jamais existé. Dans la confusion que provoquent Elliot et son frère lorsqu'ils amènent E.T. vers le vaisseau spatial qui va le ramener chez lui, Spielberg apparaît de manière aussi subliminale qu'apparaît Richard Nixon. Mais il apparaît enfant, en train de se coiffer d'un casque d'écoute, comme s'il allait dire « Action ». Nous avions vu juste. E.T. est bien la confession d'un metteur en scène au sujet de ces traumatismes infantiles dont il avait commencé la chronologie sous les années Nixon avec Duel, où un Américain bien tranquille de la classe moyenne voyait surgir le monstre de son enfance matérialisé par un camion. Il ne s'agit plus ici de précipiter E.T. du haut d'une falaise pour en finir avec lui, mais de le laisser repartir dans les entrailles du monstre après avoir fait la paix avec lui, et de nouveau, c'est regrettable, mais Spielberg restera toujours Spielberg, sous un torrent d'émotions, appuyé par une musique on ne peut plus sirupeuse, loin de la sobriété truffaldienne, où Victor revenait de lui-même vers le professeur Itard, bien décidé à ne plus être un enfant sauvage.